Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 59 de La Pause CAF, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'aime bien de savonner un peu la planche au démarrage. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit sur LinkedIn, on se retrouve pour l'instant ça marche pas. Bonne année quand même, parce que toi tu commences là, c'est la nouvelle année, c'est le premier live de l'année. Oui, mais bon, à l'Académie de la qualité efficace, on ne souhaite pas la bonne année. Non. Une année, elle est bonne ou mauvaise selon ce qu'on en fait. Donc oui, bonne année effectivement à tous. Merci de nous suivre depuis ces nombreuses années. Et puis merci d'être super réactif entre le moment où je poste le live, où j'annonce le live et le moment où on le fait. Donc aujourd'hui pour ce premier live de l'année, on se retrouve, ce premier épisode de l'année, on se retrouve pour continuer la discussion sur le système documentaire et la formation. Alors je nous ai préparé un petit résumé de ce qu'on s'était dit à l'épisode 1 pour pas qu'on fasse trop de overlapping comme on dit en anglais. Mm-hmm. Alors, ce qu'on avait dit, c'était le système documentaire ne doit pas être une vitrine d'audit, mais un véritable outil de maîtrise des activités. Mmh. La documentation et formation doivent être pensées ensemble et pas séparément. Ouais. Le cœur du système repose sur le qui fait quoi quand, complété par un RACI clair. Toutes les activités ne doivent pas être traitées de la même manière, c'est-à-dire les gestes fréquents sont plutôt la formation initiale et le tutorat. Les gestes rares, ça doit plutôt être gouverné par la documentation très claire, visuelle et accessible au moment du besoin. On en reparlera dans cet épisode. Après, il y a aussi une notion de complexité qui rentre en jeu. Donc ensuite, plus un document contient de texte, moins il est efficace opérationnellement. Enfin, moins souvent il est efficace opérationnellement. Les vidéos sont utiles pour comprendre un processus, mais rarement pour exécuter des gestes précis. Le tutorat et l'accompagnement terrain restent les moyens les plus efficaces pour maîtriser les gestes. Ouais, et enfin... On dit des choses bien. Et enfin, réformer un système documentaire est difficile, mais possible par petites briques en ciblant d'abord les processus clés. Voilà en gros ce qu'on avait résumé dans la demi-heure. Donc c'est vrai que c'était un petit condensé d'informations. Donc je vous invite à l'écouter, c'était l'épisode 57 avant les vacances. Ah mais du coup là on est au 59, il y a un trou dans la raquette. Non, et il y a un épisode qu'on a fait sur l'IA. Ah oui c'est vrai, ah oui on a fait notre épisode sur notre petit outil d'analyse des erreurs humaines entre-temps. Ok. Voilà, donc j'ai eu des nouvelles de certains clients qui ont commencé à l'utiliser, notamment à la suite de ton post LinkedIn. J'en ai parlé chez un client là en disant bah voilà c'est disponible, vous pouvez y aller. Et quelqu'un a dit oui moi j'ai déjà essayé, j'ai été trouvé sur LinkedIn, il est trop bien. Ah bah écoute c'est bien d'avoir des retours parce que moi je sais que c'est pareil en fait si tu dis pas vous pouviez accéder, vous l'avez essayé, on te dit pas en fait, on te fait pas de retour. Donc allez à l'épisode 58, c'est dans la description, il y a le lien vers le chatbot. Donc chatbot, on rappelle, pour vous aider dans vos investigations humaines, qui peut vous rédiger un petit rapport avec et vous conseiller des CAPA intéressantes selon comment il vous a aidé à décrire l'événement. Au revoir. Donc aujourd'hui dans cet épisode, mince alors. C'est dommage parce que c'était lui qui voulait faire l'introduction, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, on continue cette discussion. Donc avec Arnaud, on s'était posé pas mal parce qu'on a fait quelques interventions intéressantes autour de la culture qualité et la gestion des déviations. Et justement, on se posait la question assez intéressante, justement autour de ces deux affirmations qu'on avait sorties de l'épisode dernier, comme quoi une activité qui va être fréquente, mais une activité qui va être, par exemple, l'investigation des déviations, qui va être une activité complexe mais fréquente, c'est-à-dire qu'on fait tous les jours. Eh bien, est-ce qu'elle peut vraiment, comment est-ce qu'on fait finalement pour la décrire, enfin pour l'enseigner. Et finalement, après on complétera avec Arnaud. Attendez, je vais regarder ce qu'il raconte là. Redémarrage. Et donc finalement, ce que je pense,
c'est que les déviations, en tout cas le processus d'investigation, il peut difficilement être décrit parce que ça demande une certaine plasticité dans l'exécution. C'est-à-dire qu'on peut avoir un cadre général, mais ça va être assez compliqué de donner une méthode parce que finalement, ce qu'on s'aperçoit, enfin en tout cas ce que je m'aperçois, c'est que à partir du moment où on donne un cadre sur une méthode claire, les gens ont vraiment du mal à en sortir. Alors c'est peut-être le but, hein, mais le problème c'est que dans la gestion des déviations, c'est pas une science molle, mais c'est-à-dire que on doit parfois s'adapter, en tout cas on doit s'adapter au contexte avec des fois, des déviations qui vont sortir globalement en mineur, mais on va sentir quand même qu'on va avoir pas mal de chance. Et finalement, il va falloir un peu essayer de forcer, un peu essayer de mettre parfois une action qui va empêcher la récurrence de ce truc-là. Et autre cas, par exemple, également, quand le système prescrit qu'il faut aller plus ou moins loin dans une investigation, eh bien, parfois, ça va peut-être être intéressant. Tac. Ah, parfois, ça va peut-être Désolé. être intéressant d'aller un peu plus loin. Donc, ce que j'étais en train de dire. Je t'ai écouté en live sur bon. LinkedIn. J'ai mon ordi qui m'a lâchement abandonné et qui a redémarré, voilà, de manière forcée. Je pense que j'ai un problème avec mon micro, donc je serai avec le micro de mon casque, parce que ça fait 2 fois ce matin que ça bug. Donc donc tu disais les déviations, voilà. Alors comment faire pour poser un cadre Comment faire pour décrire efficacement le processus d'investigation, sachant que finalement quand tu commences à mettre un carcan, les gens ont du mal à en sortir lorsqu'il faut. Alors il faut pas en sortir tout le temps, mais de temps en temps, il faut quand même parfois arriver à en sortir. Donc j'étais en train d'essayer de me creuser la tête pour voir quel cas par exemple, notamment des déviations qui sortent en mineur, mais parce que tu as eu de la chance, où tu sens que voilà. Ou par exemple des déviations qui vont sortir en majeur et du coup tu te dis on va peut-être aller un peu plus loin, etc. En fait, moi là-dessus, j'ouvrirais un peu la réflexion au-delà même des déviations, mais si on devait illustrer ça, quand tu as des opérations à réaliser sur un équipement type, je sais pas, faire un réglage ou rentrer un numéro de lot dans une supervision, tout ça documenté pas à pas, c'est en quelque sorte, c'est facile à faire. Si on veut, tu peux avoir un document qui te guide vraiment pas à pas sur comment faire et tu peux être sûr du résultat final si tu suis chaque étape, comme une notice Lego ou une notice Ikea. Et quand on parle du process déviation, la méthode d'investigation, parce que au niveau déviation, typiquement, tu pourrais avoir aussi un mode opératoire très clair de la même manière qui t'explique comment aller renseigner tes données dans le QMS pas à pas et avoir un résultat fiable. Cependant, quand on parle de méthode d'investigation, mais ça pourrait être le cas, je sais pas moi, pour une méthode de description de change control, pour une méthode d'analyse de risque, ce sont des opérations, on va dire, qui ne sont pas dont tu ne peux pas cadrer le résultat final juste par une description de pas à pas dans un document, parce que en fait, le pas à pas, il va te donner comment utiliser les outils, mais toute la réflexion qu'il y a derrière ne peut pas être documentée. Et là, on est dans une activité qui est à la fois complexe, mais en plus qui demande au-delà de réaliser des actions, c'est aussi avoir une réflexion. Et cette réflexion, tu ne peux pas le documenter. Et donc, tu ne peux pas apprendre ou en tout cas utiliser un document en disant tiens, la méthode elle est décrite, je l'applique bêtement et arriver à un résultat sûr et certain, satisfaisant. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ça veut dire que sur ce genre d'activité, tu ne peux pas t'appuyer sur la documentation pour former les personnes. La documentation, elle est là, c'est un guide initial, on va dire. Et en même temps, la formation, ça va pas être montrer comment faire, comment utiliser les outils, parce que ça, en vrai, une fois, tu l'as montré, c'est facile. Si tu parles juste des outils, c'est facile. Maintenant, ce qui est plus dur, c'est la réflexion qu'il y a derrière, la prise de recul, etc. Et ça, à part par du mentoring, à part par de l'accompagnement sur des réalisations
multiples. La pour t'assurer connaissance que la du personne... processus et Exactement. de l'environnement. Des enjeux aussi qu'il y a, en fait, tu ne peux pas l'acquérir. Et du coup, c'est assez intéressant de se dire, donc là, on pourrait se dire, on est sur une activité qui est complexe, que tu fais, qui est régulière, je parle des déviations, en fait, finalement, sur un site, t'en fais un peu tous les jours, quoi. Je parle pas d'une personne donnée, mais sur un site. Et moi, l'autre fois, on en discutait, je te faisais un parallèle aussi avec l'organisation. Ça veut dire que sur une activité comme ça, quand tu prends le point de départ de te dire que pour acquérir la méthode, tu ne peux pas juste appliquer un document, tu ne peux pas juste expliquer comment marchent les outils et arriver à un résultat satisfaisant si tu ne t'es pas assez entraîné pour avoir la réflexion et la prise de recul nécessaire. Ça veut dire que tu ne peux pas, d'un point de vue organisation, accepter d'avoir des personnes qui font une investigation tous les 3 mois, parce que tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ça veut dire que ces gens-là, si tu les formes une fois, 3 mois ou 6 mois après, ils se rappellent plus trop comment faut faire, ils vont aller se rattacher à la doc, mais non, la doc, ça ne te permet pas d'acquérir la réflexion nécessaire. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu aies des gens qui fassent des investigations tous les jours. Et organisationnellement, en termes de maîtrise des compétences sur ce genre d'activité, tu es obligé d'avoir des gens un peu dédiés parce que tu peux pas répartir ce type d'activité sur toute ton entreprise. Et ça serait vraiment se mentir à soi-même de se dire non, mais les méthodes de recherche de cause, c'est accessible à tout le monde, un manager, il doit savoir faire, on va former tout le monde. Ça, c'est un beau discours, ça serait magnifique, mais dans les faits, c'est pas si simple que ça de faire de la recherche de cause, même avec des outils, même avec une formation initiale, etc. Donc voilà, et donc là on parle déviation, mais encore une fois j'insiste, ça pourrait être le cas pour des analyses de risque, pour des réflexions de protocoles de qualif, de valide, des descriptions de change control, parce que derrière c'est pas juste appliquer bêtement un enchaînement d'actions qui t'amène à un résultat. Il y a toute une réflexion à avoir, et cette réflexion elle est pas neutre. Ouais, donc elle est pas neutre, elle est pas guidable par la documentation, quoi. Ça c'est ça le truc. Mais par contre, ni par une formation initiale basique sans un vrai mentoring, un vrai tutorat dans la durée. Et c'est ce que je disais du coup au client hier, c'est que la relation entre l'AQ qui va approuver la déviation par exemple ou le change control ou quoi que ce soit et le gars qui va faire l'investigation de la demande par exemple, elle est absolument essentielle et il faut surtout pas que, surtout s'il y a des nouveaux, il faut que l'AQ qui connaisse bien les investigations dont il a la responsabilité et qu'il aille régulièrement, donc tous les 3-4 jours, aller voir où ça en est, les investigations et les trucs comme ça, pour pouvoir guider le nouveau, le gars dans sa réflexion et dans sa déviation. Pour pouvoir pour justement pour le guider, pour le rassurer, pour le mettre sur le bon chemin, pour pas que à J plus 29 jours on trouve non en fait t'as tout faux, c'est pas du tout là qu'il fallait aller, recommence. Mais c'est intéressant que tu parles de l'AQ parce que justement sur un process comme le process déviation, on pourrait même pousser le fait de dire que l'AQ qui va approuver la déviation a besoin de moins de mentorat, de tutorat que l'investigateur sur l'application de la méthode. L'AQ, il a besoin de comprendre comment se déroule la méthode. Maintenant, son rôle en tant qu'AQ, c'est de s'assurer, que la méthode, elle est bien suivie, et deux, aussi, quand on est AQ produit, c'est d'apporter une connaissance sur les produits, sur les process, et donc de dire, attends, là, t'as pensé à ça, là, t'as pensé à ça, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Ça aussi, il doit connaître l'attendu final, quoi, ouais. L'attendu final, ouais, clairement. Pour pouvoir dire, là, c'est pas au niveau, faut pousser un peu plus, etc. Ouais. Donc c'est intéressant de se dire que, parce que la dernière fois, j'avais parlé des critères complexité, fréquence de réalisation et expérience de la personne pour la partie formation, documentation. Mais finalement, même au niveau complexité, tu as deux types de complexité. Tu as le complexe, c'est-à-dire que tu enchaînes un certain nombre d'actions qui t'amènent à un résultat si tu les suis bien, au bon résultat attendu. Et cet enchaînement d'actions, il peut être un peu complexe, il faut faire attention. Et tu as la complexité où finalement, la tâche qu'on te demande, ce n'est pas juste
faire quelque chose, c'est aussi avoir une réflexion derrière. Une prise de Et recul. donc, ça permet de créer aussi dans ta matrice de compétences, dans le développement de tes compétences, dans les parcours d'intégration, mais aussi dans la réflexion sur ton organisation, ça permet de vachement cadrer tout ça, en fait. Et, et par contre, c'est possible là maintenant avec l'IA, etc. À mon avis, ça va pouvoir être possible d'être accompagné justement par un peu les mêmes genres de trucs qu'on a fait pour Ouais, un pour la coach recherche IA. des erreurs humaines. Ouais. Mm. Mm. Et Même ça, c'est si, intéressant parce que ça veut dire que ton coach IA, tu dois aussi l'entraîner. voilà, c'est ça. Même si, ou bien le paramétrer quoi. Mais même si, bah du coup, Non, l'entraîner. tu pourras pas faire, tu pourras pas faire de prise de recul. Enfin, c'est-à-dire l'IA vu qu'elle est pas connectée à Ouais, ce qui se passe dans la ouais. vraie vie, ben du coup c'est là où t'as toujours besoin un peu de quelqu'un qui va faire le lien entre ce qui se passe dans la vraie vie et la réflexion Ouais. pure quoi. Mm, mm. Ouais, j'insiste, hein, c'est entraîner l'IA. Parce que moi, c'est bien un des points que j'ai vu sur l'IA erreur humaine. Je passais beaucoup plus de temps à l'entraîner qu'à la paramétrer, quoi. C'est un collaborateur que tu formes, en fait. Tu formes un coach, quoi. Mais ouais, et donc ça, c'est un prolongement dans la réflexion sur la doc et la formation. Si on reprend l'exemple de l'investigation, on peut avoir un mode-up qui décrit la méthode d'investigation. Je pense qu'il le faut, ne serait-ce que pour avoir le cadre. Mais par contre, c'est pas du tout quelque chose que tu vas utiliser au quotidien et ni pour former à la base, quoi. Ouais, ouais. Et alors qu'est-ce que donc à partir de là après on avait aussi d'autres réflexions sur l'organisation. Bah on avait la réflexion justement que effectivement l'investigateur doit en faire régulièrement sur ce type d'activité là. Mm. Quelle autre réflexion on avait là-dessus, tu t'en souviens? Non. Non, mais après, il y a aussi cette notion, enfin, parce que là, on parle aussi de documentation et formation. Il y a cette notion, on en avait un peu abordé, le fait d'avoir les types d'informations, tu sais, qui fait quoi, quand, comment, etc. Et la ségrégation des types d'informations selon les documents, parce que c'est pareil, un qui fait quoi, quand, qui serait du niveau d'une procédure ou instruction, on l'appelle comme on veut selon les boîtes, hein, c'est pas forcément un truc que tu vas utiliser en permanence quand tu vas réaliser une activité. C'est quelque chose dont tu as besoin d'avoir une connaissance, notamment pour les rôles et responsabilités. Alors, encore une fois, hein, si on parle d'un enchaînement d'activités que tu fais pas souvent, bien sûr que tu peux te rattacher à la procédure avant pour t'assurer que tu fais bien ce qu'il faut faire. Mais c'est un document qui est différent du comment. Et ça, c'est vrai que souvent dans les sites, on a des documents qui mélangent le comment, le qui fait quoi quand, et du coup, en Hmm. fait, on s'y retrouve plus du tout. Et ça, c'est important de l'avoir en tête aussi quand on structure sa documentation et ses éléments de formation, de bien ségréguer les informations en fonction de l'utilisation du document. Et on revient toujours au même point. On fait ça pas parce que c'est une vitrine en inspection, mais parce que ça doit être quelque chose qui aide à cadrer les réalisations sur le terrain. Et quand on prend ça en premier point, eh ben, on comprend que ségréguer les informations et de structurer non pas les documents, mais l'information, ça aide énormément. Hmm. Moi je me demande s'il n'y avait pas les inspections, quelle est la proportion de documents qu'on maintiendrait plus Ah, et ça, c'est une bonne et question. enfin ouais et comment on pourrait faire pour savoir lesquels servent vraiment et lesquels servent pas. Ah, il faudrait mettre un indicateur de combien de fois le document déjà a été consulté Il a par été an. consulté par an. Ouais. Ça serait marrant de savoir avec les jets. Ouais. Ça doit être facile, ça. Je sais pas si ça se fait sur les outils JET, mais c'est vrai que ça serait un élément ultra intéressant de savoir combien de fois un document est consulté par an, quoi. Tiens, attends, j'ai eu un cas là chez un client où ils ont eu une déviation justement très intéressant liée à un document qui n'avait pas été mis à jour, c'est-à-dire que ça faisait 3 ans, le document était périmé Ouais. et il a été utilisé pour réaliser, enfin il a été utilisé. Ils ont réalisé l'activité, mais le document n'était pas à jour. C'est-à-dire qu'il était périmé. Alors il n'était pas à jour, c'est-à-dire que les choses avaient changé et on n'a pas changé le document. Juste, bah, comme on met une revue tous les 3 ans sur ce document,
ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas été ni modifié par un change control, une modification de pratique, ni revu dans le cadre du process documentaire. Et du coup, ils ont ouvert une déviation parce que le document était périmé alors ils ont fait l'opération. Et c'est assez intéressant comme signal parce que ça veut dire que là, en fait, si on reprend un peu le lien avec aussi le process et la gestion documentaire, finalement, cette organisation de revue documentaire, c'est presque un signal qui montre que le process change control ne fonctionne pas. Parce que si ton process change control fonctionnait vraiment, t'aurais pas besoin de faire de péremption de documents. Oui, Après, tu fais pas un change control. Le problème, c'est que tu fais pas un change control pour tout, sinon ça serait trop compliqué. Après, t'as, par exemple, je sais pas moi, si tu décides qu'à un moment donné, il faut mettre des gants pour aller, pour aller faire pour aller changer ou pour aller changer un truc chaud, par exemple, tu dis bon bah voilà, il faut mettre des gants quoi. Bah, du coup, ton change control, tu vas pas faire de change control pour ça quoi. Donc il y a plein de changements mineurs dans ton processus qui font que tu vas pas passer par un change control systématiquement. Ouais, mais si c'est pas documenté, est-ce que c'est grave? Et est-ce que tu as besoin de le documenter du coup? Tu vois, ton truc de gants, c'est des EPI pour te protéger. Ce qui compte, c'est que les gens les mettent, c'est-à-dire les afficher, etc. Est-ce que c'est grave que ça soit pas documenté? Parce que, encore une fois, ce truc-là, c'est pas le fait que ce soit dans un document qui va faire en sorte que les gens le suivent. Bon alors, par exemple, quand tu fais le démontage de tel truc, tu peux avoir des jets d'acide ou je sais pas quoi, et du coup, si quand tu démontes ça, faut t'assurer d'ouvrir la vis de purge avant, ben j'en sais rien. Ça, du coup, c'est un truc que tu fais jamais. Tu le fais une fois par an, et donc si c'est pas marqué dedans, bah c'est super, enfin c'est grave quoi. Enfin c'est grave, c'est dommage parce que du coup le gars il va suivre sa procédure pas à pas, et puis bah si c'est pas marqué, il va se prendre un jet d'acide dans la figure, et puis ou de vapeur chaude, et puis bah voilà quoi. Et ça, du coup tu vas pas le tracer dans la change control, peut-être, je sais pas. En tout cas peut-être c'est dans une capa parce que il y a eu un presque accident. Là, on est sur un sujet sécurité, mais du coup, en tout cas, ce que je veux dire, c'est le maintien à jour de tes documents, ça devrait pas passer par le suivi de la péremption, quoi. Je modifie un truc dans la manière de faire, je modifie mon document si j'ai un document qui. Ça, c'est plutôt ça, ouais. Voilà. C'est vraiment là. Mais ça montre du coup que, encore une fois, le document n'est pas vu comme un outil, mais comme une preuve. Comme un truc qui... Ouais, voilà, c'est ça, une preuve que, tu fais une capa de modification documentaire. Une preuve, c'est même pas une preuve de la réalité. Et ce qui est assez intéressant, en général, c'est pareil, quand tu investigues une déviation et que tu te rappelles, tu vas voir dans la procédure, toi, dans la procédure, c'était pas bon. Genre, ok, mais de toute façon, personne l'a lu, et puis, tu sais, ça fait longtemps que c'est pas bon, et puis c'est arrivé maintenant, quoi. Tu vois? Ouais. Tu pourrais dire, il a utilisé la procédure pour la former, et puis du coup, il a mal été formé. Après, si le gars, ça fait 3 ans qu'il est là, il avait déjà fait plein de fois bien. Donc effectivement, c'est un détail manquant qui va faire que peut-être en la modifiant, peut-être que les gens vont s'en rappeler. Ah si, on a modifié la procédure là pour ça, mais c'est probablement à la prochaine déviation que ça va arriver. Non, c'est clair, c'est clair. Et là, tu fais le lien aussi avec du coup ton process d'habilitation qui repose sur, tiens, il a lu la procédure, ok, c'est bon, on a coché la case, il a lu la procédure. Merci, il est habilité pour ça. Enfin, je caricature un peu, hein, mais moi, ça me saoule un peu parce que déjà, vu le volume de procédures, maintenir le niveau enfin, la traçabilité de tes habilitations, ça peut être ultra compliqué. Et en plus, finalement, t'as lu une fois, peut-être il y a 3 ans, il y a 5 ans. Après, il y a un truc qui se passe quand même souvent, c'est quand tu formes justement des nouveaux, où là le gars il va poser une question, là il fait ça je sais pas, attends on va regarder la procédure, et là tu regardes et là tu vois effectivement c'est comme ça qu'il faut faire quoi. Ça du coup mais ça se passe quand même tu l'utilises comme un outil. Tu l'utilises comme un outil, alors que quand on te dit tiens prends la procédure, lis-la et après tu iras faire sur le terrain, ça marche pas. Enfin je veux dire ça marche pas, t'as lu ton truc. Et en plus, on peut même aller plus loin parce que tu as des zones où c'est difficile d'avoir les documents accessibles sur le terrain, quoi. Et alors qu'à un moment donné, plastiquement parlant, dans ton cerveau, tu as besoin de faire le lien entre ce que tu as lu et ce que tu es en train de faire, quoi.
Alors que si tu lis et qu'après plus tard tu fais sur le terrain, putain, mais c'est super dur en fait. On demande à des opérateurs d'avoir une capacité de mémorisation et de complexité. Enfin, moi j'ai du mal à l'entendre en fait. Ouais, donc en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut quasiment jamais, faut utiliser la documentation que lorsqu'on est, pour la formation, en fait, le gars il suit et puis il regarde quoi, puis après il fait un peu derrière, et puis la documentation elle est en support si jamais ou l'un ou l'autre sait pas quoi. C'est ça. Tu donnes pas à lire la documentation. Tu vois, tu donnes pas à lire ton mode-up avant d'aller sur le terrain et tu coches ta case, c'est bon, je l'ai lu, je vais faire le truc. C'est moi, j'arrive, je suis nouveau, j'ai mon tuteur, c'est Paul Adrien. Il va me montrer comment ça on fait et comme je suis nouveau, bah en plus j'ai le document qui est dans les mains qui me montre voilà, en même temps que Paul Adrien me montre, je suis sur le document et je comprends et je sais que dans 5 minutes quand Paul Adrien il est pas là, je peux essayer de faire le truc parce que j'ai le document sous les yeux et que j'ai compris comment le faire. Par contre, comme Ou on alors disait... dans 5 minutes quand Paul Adrien me demande de le faire mais qu'il est quand même là parce qu'il faut s'assurer que je fasse pas de la merde. Par contre, comme on disait dans la culture qualité, il faudrait y avoir 7 ou 8 grandes règles faciles à mémoriser, moins d'une dizaine de grandes règles faciles à mémoriser, que ça, on le met directement dans gros et en rabâché comme ça, et puis comme ça quand tu arrives sur le truc, tu as 7-6 trucs qui fait que ça va te protéger de faire des conneries, et ça va te permettre aussi d'améliorer le système quand tu devras le faire quoi. C'est des règles, mais c'est pas facile. Ces règles elles sont pas faciles à déterminer. Hein. Ça pourrait être intéressant de le faire avec un site parce qu'à mon avis, comme disait, elles doivent être assez spécifiques des sites pour certains, mais du coup, ça serait l'induction. Voilà, c'est un peu ces trucs-là. Tu dis où est la cantoche, les toilettes et puis les 7-6 règles. Vous respectez ça et impérativement. Les produits, voilà, et les sur process. qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, tu vois. Qu'est-ce qu'on fabrique, à quoi ça sert et à qui ça sert et qui ça soigne, et puis pareil comme tu dis, les types de process pour dire voilà, c'est quand même prestigieux, j'en sais rien. Et puis après hop, tu l'envoies dans le truc avec son tuteur et puis là hop, il découvre ce qu'il doit vraiment faire tous les jours quoi. Et d'ailleurs tout ce que tu viens de décrire avant qu'il parte voir son tuteur, justement, j'insiste mais on devrait interdire de faire de la lecture de procédure avant ça. Ça pourrait être fait avec avec une vidéo, avec une visite quand il y a besoin sur certaines zones, mais la lecture de procédure, en fait, vous ne maîtrisez pas déjà le message qui est passé parce que tu sais pas, tu mets la procédure dans les mains du gars, tu sais pas s'il va vraiment lire. Si, il y a un QCM. Mais tu peux faire le QCM après ta vidéo. Après, ok, on va me dire, ouais, mais la vidéo, il écoute peut-être pas. Ouais, sauf que tu auras un peu plus d'attention sur une vidéo un peu pas trop longue que sur une procédure à lire. Et après seulement, tu l'envoies sur le terrain avec le tuteur, effectivement. Mais on devrait interdire tous ces lectures et compréhensions. Boum. Comme quand tu changes un document. Combien de sites ils ont ça? On change le document, on envoie dans la boîte mail. Ah, vous avez un nouveau truc en lecture et compréhension. Les gens, ils ouvrent le doc, ils cochent, c'est bon, je l'ai lu, et ils le ferment. Des fois, et combien il y en a qui l'ont pas lu? Et pour ceux qui l'ont lu, combien il y en a qui ont vraiment compris? Et pour ceux qui ont lu et compris, c'est bien. Mais il y en a peut-être pas beaucoup. Ou c'est prise de connaissance, c'est ça. Mais c'est quoi alors la bonne alternative? C'est voilà, il y a quelqu'un qui vient passer aux équipes montrer ce qui a changé. Je veux dire après avec le volume de changement de terrain. Ouais, mais des fois, ça dépend. Ça dépend. Ça peut être non, mais ça peut être effectivement montré sur le terrain si c'est un changement qui est visible et qui est structurel ou quoi. Ou alors ça peut être aussi faire une modification dans un doc et faire une petite vidéo explicative dans PowerPoint, c'est pas beaucoup plus long. Hein. Ouais, mais t'as pas besoin d'un truc où tu te filmes ou machin, tu fais quelques slides, même si tu fais pas d'animation, tu fais quelques slides, tu t'enregistres en train de parler les trucs, ça sera déjà mieux que déjà. Enfin, on reprend aussi. Bonjour, je suis votre qualiticien.
je m'excite un peu, mais on reprend aussi un peu un des outils qu'on a pour améliorer l'attention des opérateurs, là, le contrôle VAK, donc visuel, auditif, kinesthésique. Quand tu mets un truc où tu dis, bah, lisez la procédure, prenez-en connaissance, tu n'es que sur du visuel. Déjà, si tu fais une pauvre vidéo toute pourrie dans PowerPoint où tu t'es enregistré à la voix sans qu'on voit ta tête, t'as du visuel et de l'auditif. Donc déjà, t'améliores déjà ton attention sur le message qui est passé. Et en plus, bah, si tu fais un changement sur un enchaînement ou un point précis, tu vas focaliser ton message en vidéo uniquement sur cela, alors que quand tu renvoies la procédure, tu te retrouves avec toute la procédure. Et si tu as de la chance, il y a un petit trait rouge là où ça a été modifié. Sinon, bah, va t'amuser à savoir qu'est-ce qui a été modifié, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bah, c'est moi, c'est ça que je vivais sur les sites où j'ai travaillé, quoi. C'est Je pense que tout le monde vit ça, ouais. Mais après, on va te dire, voilà, on n'a pas le temps de faire autre chose, quoi, parce que. Enfin, je veux dire, ça prend pas tant de temps que ça de le mettre dans un PowerPoint et de t'enregistrer, hein. Non, je suis d'accord. Ouais, après, ça serait un peu tu sais, la gazette des changements de procédure, tu sais, avec aujourd'hui, on a 3 changements dans les procédures. Bah après, voilà, le point clé aussi derrière, c'est avoir structuré ta matrice de compétences et donc en fait cibler bien correctement les bonnes personnes qui ont besoin de vraiment être informées de ce changement, quoi. Parce que ça aussi c'est un point clé, hein, les matrices d'habilitation, de compétences, etc. C'est souvent le bordel et c'est pour ça qu'en fait on envoie tout à n'importe qui et que on se retrouve à avoir des documents à lire qui n'ont rien à voir avec la choucroute de ce que tu fais dans ton quotidien. Et le fait de faire un PowerPoint et de s'enregistrer, ça donne une opportunité unique de donner du sens à la modification. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir un petit peu de temps d'expliquer pourquoi on a fait ça. Alors ça peut te paraître des tout petits trucs, hein, mais tu sais, si jamais tu dis, bah voilà, là il faut diviser la fiance de puce parce que l'autre jour il y a un mec qui s'est pris un jet de vapeur dans la figure. Là, bah, je peux te dire que les gens ils vont faire attention et ça va peut-être les marquer vachement plus que purger avant de dévisser ce tuyau, quoi. Ouais, clairement. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Franchement, c'est trop bien. C'est le sens, tu peux vraiment faire. En fait, ouais, il y a pas photo. Donc, à partir de maintenant, arrêtez de faire vos lectures et compréhensions. Vous cassez complètement ce système. Vous regardez comment on fait une pauvre vidéo en 2:2 sur PowerPoint où vous vous enregistrez. C'est vraiment pas compliqué. Et vous utilisez ça pour informer sur les modifications dans les process et les modes opératoires. Et après, du coup, il faut quand même le système support. Enfin, c'est là où on va se heurter au système supportif de. J'ai vu la vidéo. Tu sais, il faut des LLM, enfin des LMS, des LLM, Ouais, bon, ouais. pour que les gens à qui c'est censé être fait, on puisse enregistrer qu'ils l'ont vu. Et puis et après, est-ce que c'est possible de lier ça à la documentation, enfin tu sais, au document en disant parce que l'inspecteur qui va venir, mais vous êtes sûr que tout le monde a regardé? Bah oui, regardez, tout le monde a regardé la vidéo. Paf. Mais ouais. Bah, en fait, il faut que ton LMS et ta GED soient complètement interconnectés et en fait, il faudra un outil qui merge GED et formation et LMS et qui soit en fait un outil de maîtrise des compétences dans son ensemble et voir encore une fois la doc comme un outil de maîtrise de ce qui se fait et non pas comme un truc comme entre les inspecteurs, quoi. Il y avait un petit truc en ligne là, enfin un truc qui est où c'est, je sais pas, c'est pas Vibe, un truc où tu sais tu pouvais enregistrer des vidéos professionnelles là pour, alors, en mettant le PowerPoint un peu avec, bah c'est un peu comme s'enregistrer sur PowerPoint, mais t'avais plein d'options avec Teams, avec machin pour pouvoir diffuser avec les listes de diffusion, tes vidéos et tout. Je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Je connais pas. On en avait parlé pour il y a plein de gens qui font ça dans la tech. Ouais, ils font des mémos vidéo, tu sais. Où tu diffuses, mais c'est vrai, hein. Tu diffuses, au lieu d'avoir un truc en live, tu diffuses ta présentation en vidéo, puis les gens la regardent asynchrone, et puis voilà quoi. Bah genre, tiens, petit retour d'expérience. Bon, on est en train de dépasser un peu, mais il y a quelques années en arrière, on a formé plusieurs sites à notre méthode de réduction des erreurs humaines, et en fait, on a formé des formateurs qui devaient ensuite aller former des gens dans les sites. Et du coup, on avait mis en place justement ce système de les formateurs, ils envoyaient leurs questions
Et plutôt que de répondre par mail, moi je faisais une réponse en vidéo où j'expliquais, je donnais du sens, j'expliquais les bonnes attitudes à avoir, etc., Oui, c'est vrai, et ça, on faisait c'était ça. diffusé à tous les formateurs. Mm. C'est tellement mieux qu'un mec qui t'envoie un mail, il y a ça, tel il m'a dit ça, blablabla, et moi je réponds à ce mec-là, et les autres formateurs ils savent pas, et ils comprennent pas le sens, et puis en plus dans la lecture du mail, le mec il peut pas comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Mm. Il y a pas photo, hein. Enfin, franchement, et ça m'a pas pris plus de temps que d'écrire un mail, hein. Ouais, non mais c'est vrai. Mm. Donc, alors, je sais pas si on reviendra sur ce sujet dans un prochain épisode, peut-être. En tout cas, on a plein d'éléments intéressants dans cet épisode également à creuser et à continuer de regarder. Peut-être un peu décousu, mais vachement intéressant. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, merci à tous, comme d'habitude, de nous suivre. On n'a pas eu de retour de la pub, donc ça veut dire ça vous plaît. Ah et puis On va recevoir plein de messages. Enlevez la pub. Ouais. Et puis bah écoutez, retrouvez-nous sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des mails si vous voulez qu'on file un coup de main ou des trucs comme ça. Et puis bah à bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. Allez, ciao.